L'homme ne se démonta pas. Il balaya les accusations de son fils avec le cynisme las de celui qui a depuis longtemps fait la paix avec ses propres compromissions. Il parla de nécessité, de la dureté des affaires, de la façon dont le monde fonctionne. « Tu es un sentimental, Sylvain, » lui dit-il avec un mélange de pitié et d'agacement. « L'artisanat, c'est fini. C'est un musée. On ne vit pas dans un musée. On vit dans le monde réel, et dans le monde réel, un terrain constructible vaut plus que toutes les montres que ces types fabriqueront en 10 ans. » Il lui expliqua que l'argent de la vente du terrain assurait leur avenir, l'avenir de Sylvain. C'était un argument pratique, logique, imparable. Mais pour la première fois de sa vie, Sylvain entendait ces mots avec des oreilles différentes. Il entendait la voix de Jean-Claude à la lueur des bougies, parlant de la morale d'un rouage. Il voyait le visage d'Éliane, sa dignité dans la colère. Il pensait à Hervé, à sa vie sacrifiée. Il comprit que son père et les artisans ne vivaient pas dans le même monde, ne parlaient pas la même langue, et il devait choisir son camp. « Je ne veux pas de cet argent, dit-il, d'une voix qui tremblait mais qui était ferme. Je ne veux pas d'un avenir construit sur les ruines de leur vie. » La rupture fut totale. Son père le traita d'idiot, d'ingrat. Sylvain quitta la maison, sachant qu'il ne pourrait probablement jamais y revenir. Il avait perdu son héritage, sa famille, son confort. Mais en sortant dans la nuit froide, il sentit un poids immense se lever de ses épaules. Il était libre. Le lendemain, il retourna à l'atelier. Il n'était plus le fils du patron. Il était juste Sylvain. Il trouva Jean-Claude, Éliane et Hervé déjà au travail, penchés sur des esquisses. « Je ne peux pas arrêter ce que mon père a commencé, » leur dit-il humblement. « C'est trop tard. Mais je veux être avec vous. » Il leur expliqua son plan. Avec ses propres économies, il allait acheter en secret les matériaux les plus nobles et les plus rares dont ils auraient besoin pour leur chef-d'œuvre. Un alliage spécial pour le balancier, des rubis de la plus haute qualité, un cadran en émail grand feu. « Je veux apprendre, ajouta-t-il. Apprenez-moi, laissez-moi faire les tâches ingrates. Je veux faire partie de ça. » Jean-Claude le regarda longuement. Il vit dans les yeux du jeune homme la même lueur de conviction qu'il avait vue chez Éliane, la même passion cachée qu'il avait découverte chez Hervé. Il vit un homme qui avait fait un choix moral, un choix qui lui coûtait tout. « Bien, dit-il simplement, prends une blouse. Tu commenceras par balayer l'atelier. » Et c'est ainsi que le fils du propriétaire devint le dernier apprenti de la manufacture. Il balayait, nettoyait les pièces, faisait les courses, observait en silence pendant des heures les gestes précis des artisans. Il apprenait la patience, l'humilité et la noblesse d'un travail bien fait. En perdant son héritage, il était en train de trouver sa véritable place dans le monde. Chapitre 11. Le dernier assemblage. Les semaines qui suivirent furent hors du temps. L'atelier devint un sanctuaire, un monastère laïque où 4 personnes œuvraient avec une ferveur quasi religieuse. Les notifications officielles arrivaient, lettres d'avocats, avis de liquidation, mais il les ignorait. Le monde extérieur, avec son bruit et sa fureur, n'existait plus. Seul comptait le travail. Il l'avait baptisé l'éphémère, un nom qui était à la fois une ironie et un hommage, une reconnaissance de leur propre finitude, mais aussi une affirmation que même ce qui est destiné à disparaître peut atteindre une forme de perfection. Le chapitre final de cette aventure fut l'assemblage. Ce fut un rituel lent, méticuleux, presque silencieux, qui s'étendit sur 2 jours. Chaque geste était pesé, chaque décision prise en commun. Hervé, dont le talent s'était enfin libéré de sa timidité, fut chargé de la tâche la plus délicate, la pose du spiral. Ses mains, qui tremblaient si souvent dans la vie de tous les jours, étaient d'une stabilité absolue. À l'aide de ses bruxelles, il saisit le minuscule ressort, fin comme un cheveu, et le fixa au balancier. C'était le cœur de la montre, et dans ce geste, Hervé semblait enfin trouver son propre équilibre. Éliane, de son côté, apporta la touche finale au boîtier en or gris acheté par Sylvain. Son travail de polissage dépassait la simple technique pour atteindre l'or. Sous ses doigts, le métal devenait un miroir parfait, une surface liquide qui semblait capturer la lumière et la retenir. Elle lui donnait son éclat, sa peau, sa sensualité. Sylvain, l'apprenti, eut l'honneur de visser le fond du boîtier, fermant ainsi les crins sur le trésor mécanique qu'il contenait. Son geste était appliqué, un peu maladroit, mais chargé d'une émotion intense. C'était la première et la dernière fois qu'il participait à la naissance d'une montre. Enfin, ce fut au tour de Jean-Claude. C'était son privilège de maître, son droit d'aînesse. Il prit la couronne, la tourna délicatement entre son pouce et son index. Le son du remontage, un cliquetis doux et précis, fut le premier signe de vie de la montre.
Puis, avec une concentration suprême, il donna l'impulsion au balancier. Le petit volant de métal se mit à osciller de plus en plus vite, trouvant son rythme. Et puis, le son. Le premier tic-tac. Dans l'atelier silencieux, ce son minuscule résonna avec une puissance extraordinaire. Il n'était pas fort, mais il remplissait tout l'espace. C'était un son pur, cristallin, régulier. Le son de la vie mécanique, le son du temps qui commence à s'écouler. Ils restèrent tous les quatre immobiles, penchés au-dessus de l'établi, écoutant battre le cœur de leur création. Il n'y eut pas de cris de joie, pas d'embrassade. Juste un silence profond, partagé. Sur leur visage, il n'y avait pas de la tristesse, mais une... Ça y est, t'as vu la petite affichette? Vous l'avez vu, votre stage de rafting dans le lot, là? Attends, mais c'est pas mon stage de rafting, et puis c'est vachement sympa d'en faire tout avant week-end. C'est sympa, le week-end, t'as rien à foutre d'autre. Le week-end, s'il n'y avait pas les CU, je ne sais pas comment elles vivraient. Ces entreprises, c'est quoi, là, par concept? Bah, tu vois, des paysements plein air et convivialité. Frayeur, vomi et courbature. Ils ne mettent pas ça dans la brochure. Bah ouais, c'est sympa toi. Tout aussi, hein, mais... Non, mais je plaisante. Bah... Moi aussi. Hervé, qu'est-ce que tu fais le 26? Le 26? Oui. A priori, rien. C'est top, je fais mon anniversaire. T'es libre? Non, pourquoi tu notes? Mais non, mais note pas. Le 26, je vais faire du rafting dans le lot, là. Ah bon? Mais tu m'as dit que ça, c'est con. Ouais, mais tu m'as convaincu de finir, toi. Ah, bah, c'est cool. Ça m'ennuie un peu, mais c'est... Non, note pas, note pas. Non, mais tu vas comment? On part de Paris, de la gare de Starlit, c'est... Je sais pas, c'est une Indienne qui va dans le lot. Starlot, c'est nouveau. Non, c'est nouveau. Je vais tout connaître. Ray, hein? Ouais, parce qu'après, Fred, qu'est-ce que tu fais le 26? Bah, a priori, rien. Pourquoi? Parce que j'organise mon anniversaire chez ma mère à la campagne. Quand ça revient, c'est à 1 heure d'ici, ça dit, y aura qui? Eh ben, il y aura Bâté la seule, pour l'instant. Alors, Fred, ah oui, non, 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 pas. J'ai des potes là qui arrivent d'Amsterdam, ils viennent dîner à la maison et je peux pas. Mais non, mais t'inquiète pas, vous passez après. Oui, enfin, avec ce qu'ils vont ramener, la dame Sardam, on risque d'être un peu mourus. Mais vous savez, vous pouvez même dormir là-bas. Il y a des lits de camp, des duvets. Bon, vous serez à côté de la grande bassine de Sangria, mais la bassine, ouais, mais c'est dans le garage de ma mère, mais c'est chauffé, hein. Vous serez vachement bien. Ah, vraiment, c'est... Oh, c'est dommage. Ah, je regrette, hein. Ah, maman aussi. Qu'est-ce que tu fais le 25? Alors, attends, je sais que le 25, c'est le salon du Caravanique, donc là, ça, c'est mon truc. Et, il bat le 26, rien. Tom, j'ai une super bonne nouvelle, tu viens mon anniv. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, c'est ça. C'est bien mon anniv. Alors, le truc, euh, il y a un thème, et parce que c'est déguisé, alors le thème, et je parle déguisé, non. Mais dis donc, Carol est le mien? Non. Fred? Non plus. Val? Non plus. Harry? Non plus. Maïva? Maïva, elle est moche, hein. On se voit à l'anniversaire de Sylvain? Ah là, moi, je ne sais pas de qui arrive, Madame Saint-Dame. C'est un pain? Ça risque, ouais. Et je vous dis avant tout le monde, c'est l'anniversaire de Sylvain et les rires de vous en parler. Alors moi, ça m'embête, parce qu'il n'arrête pas de me draguer. Vous n'auriez pas une excuse à là pour moi? Pas du tout, j'ai ramé pour la mienne, tu débrouilles. Oh ben, je veux dire que je vais avoir un accident de voiture. Hé, il arrive, il arrive. Hé, Jean-Claude, tu comptes sur toi pour le 26. Jean-Claude, ça va pas? Jean-Claude, oh, t'es pas bien? T'as un souci? T'as picolé? Attends, mais parlons-en, Jean-Claude. Jean-Claude, t'es une contrariété, hein? Qu'est-ce qui se passe? Aimant, tu fais quoi pour ton anniversaire? J'ai tout annulé. J'ai l'impression que ça a saoulé tout le monde. Oh, bonne nouvelle, c'est bête. Alors, la bonne nouvelle, c'est bon, on part. Tu parles avec qui? Eh bien, on part ensemble. Non, mais par contre, j'ai dû y avoir un bug, t'étais pas inscrite. Mais c'est bon, j'ai tout arrangé, on va faire mon annise là-bas, ça va être tout cool. Mais c'est vrai, ça avait tout prévu, hein? Mais non, mais si, ça avait tout prévu. Happy birthday to you. Lâche-moi. Happy birthday to you, happy birthday. Alors, Simon, pas trop bavé, le sergent instructeur Jean-Claude. Non, 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 je vois du pays, ça fait 5 jours que j'étais sur Mougier.
Ah, moi j'ai ajouté le basket et le cimetière de eBay. RP. Oh, quel salaud. Mougier, putain. C'est un classique en or.